Bonjour à tous, Grand Savoir est avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo dont j'aimerais parler est une vidéo qui concerne l'histoire de la Première Guerre mondiale. Alors la Première Guerre mondiale, il faut savoir, peu de gens le savent, enfin beaucoup de gens le savent mais peut-être pas suffisamment, fut l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. À peu près 13 millions de morts. Donc les morts, souvent, c'était des morts qui étaient approximatifs, hein. On ne sait même pas exactement combien il y a eu de morts. Il y a eu des... C'était une véritable boucherie, hein. Et en fait, pour comprendre ce conflit mortel, il faut comprendre les raisons derrière ce conflit. Alors il y a deux choses. Il y a les raisons qui sont officielles, mais aussi les raisons qui sont officieuses, c'est-à-dire les raisons qui ne sont pas forcément euh, dites, on va dire réellement. Quand il y a une guerre, on ne dit pas forcément pourquoi cette guerre a été déclarée. Il y a des gens qui avaient intérêt à ce que cette guerre ait lieu. Donc je vais d'abord parler des raisons officieuses, qui sont les raisons dont personne ne vous parle. Les raisons officieuses, c'est dans un contexte de révolution industrielle qui s'est terminée. Donc au début du XXe siècle, on était dans ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on avait atteint un très haut niveau technologique dans l'électricité. Vous avez notamment Thomas Edison, Tesla, et vous avez le moteur à combustion qui a été inventé, donc tout un marché de l'automobile qui s'est développé dans quelques pays principalement, à savoir l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, qui étaient les pays qui avaient développé des technologies très modernes au début du XXe siècle, qui ont révolutionné tout le commerce. Donc cela a entraîné naturellement un esprit de compétition. Les différents pays ont cherché chacun à vouloir avoir un, voilà, le monopole, on va dire, des domaines, notamment dans l'industrie automobile, etc. Et il y avait notamment un pays qui était l'Allemagne, qui était vraiment en train de monter à pas de géant. L'industrie allemande au début du XXe siècle était une industrie d'une prospérité absolue dans le domaine de la métallurgie, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine voilà, des technologies liées à l'électricité, etc. Et était un véritable concurrent aux puissances occidentales, notamment le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a connu une apogée depuis 1815, c'est-à-dire après la victoire à Waterloo face à Napoléon, le Royaume-Uni était devenu une hyperpuissance et en plus avec la révolution industrielle a réussi à dominer le monde. Hein, d'ailleurs l'Empire britannique à cette époque-là constituait à peu près un peu moins de 25% de la surface terrestre, ce qui est énorme. Tout ça a été possible parce que le Royaume-Uni a développé la machine à vapeur et toutes les technologies modernes qui lui ont permis de coloniser le monde, finalement. Et en fait, le Royaume-Uni se sentait de plus en plus menacé par l'Allemagne, puisque l'Allemagne devenait une véritable puissance sur le plan automobile, sur le plan métallurgique, sur le plan de la machine à vapeur aussi. L'Allemagne montait de plus en plus. À la fin du 19e siècle, début 20e siècle, c'était devenu le concurrent. Et les produits allemands se vendaient de plus en plus. Il y avait une concurrence qui était de plus en plus rude pour l'hyperpuissance de l'époque, qui était le Royaume-Uni. Donc, il aurait été intelligent de la part du Royaume-Uni à cette époque-là de vouloir la chute de l'Allemagne, de l'Empire allemand. Ce serait très logique. Quand vous avez un concurrent qui est en train de vous piquer vos places de marché, ben vous avez envie finalement qu'il s'effondre. Donc il y a eu un intérêt de la part de l'hyperpuissance britannique à faire la guerre à l'Allemagne à cette époque-là. Donc ça, c'est une raison officieuse, une grande raison officieuse qui est le commerce. Quand on a un concurrent commercial, souvent les pays ne se laissent pas faire, cherchent à faire chuter le concurrent commercial, soit par des embargos, soit par des traités, ou bien parfois même par la guerre, si tout le reste ne suffit pas. Donc ça, c'est la première raison officieuse.
derrière le conflit. La deuxième raison officieuse, c'est aussi une raison qui est liée à, je dirais, le corps social de l'époque. À l'époque, vous savez que la révolution industrielle s'est caractérisée par des, euh, on va dire, un chaos social sans précédent dans l'histoire. Il suffit de lire Charles Dickens dans la littérature anglaise ou bien Les Misérables de Victor Hugo pour voir à quel point la révolution industrielle a paupérisé le prolétariat. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que le marxisme s'est développé. Le Capital de Karl Marx a été écrit au XIXe siècle pour décrire les réalités sociales de l'époque. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a même eu des courants littéraires pour décrire la misère des prolétaires, notamment le réalisme au XIXe siècle en France, avec d'illustres écrivains comme Victor Hugo ou également un peu Émile Zola, un peu Maupassant, ou Flaubert aussi, qui ont vraiment décrit la misère sociale du prolétariat. Le prolétariat devenait de plus en plus rebelle. Les ouvriers, conscients de, de finalement l'injustice sociale qu'ils subissaient, se soulevaient de plus en plus. Des syndicats se formaient, voilà, des mouvements communistes se formaient de plus en plus, et les prolétaires se soulevaient et voulaient en finir avec les régimes capitalistes et la bourgeoisie, qui détenaient l'appareil économique à l'époque. Donc il était clairement dans l'intention et dans l'intérêt de la bourgeoisie des différents pays européens, que ce soit la bourgeoisie française, la bourgeoisie allemande, la bourgeoisie anglaise ou la bourgeoisie américaine, de mettre un terme à toutes ces revendications. Et comment mettre terme à toutes ces revendications? Par la guerre. Parce que quand on est en guerre avec son voisin, on oublie finalement notre misère. Et finalement, c'est aussi une manière de se débarrasser des ouvriers insolents. Donc il y a eu aussi cet aspect-là à prendre en compte, qui est très important pour comprendre la Première Guerre mondiale, qui est la réalité sociale de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre au début du XXe siècle, qui était une réalité très violente. Donc la bourgeoisie a voulu aussi se débarrasser de ces prolétaires et des revendications du peuple. Et d'ailleurs, l'une des illustres figures fut un certain Jean Jaurès qui a voulu que les prolétaires de tous les pays s'unissent face à la bourgeoisie et qui était contre la guerre. Parce qu'il considérait que cette guerre, il voyait bien que cette guerre était aussi voulue par la bourgeoisie pour se débarrasser finalement voilà, des prolétaires en rébellion. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jean Jaurès a été assassiné, parce que il appelait à la paix plutôt qu'à la guerre. Donc ça, c'est la deuxième raison officieuse derrière la Première Guerre mondiale, qui prend en compte les réalités sociales. Donc c'est une lutte des classes, parce que dans les sociétés bourgeoises capitalistes, on a la bourgeoisie, les classes moyennes et puis le prolétariat. Et le prolétariat, parfois, peut se rebeller face à la bourgeoisie, ce qui peut apporter des révolutions, comme on a vu les révolutions marxistes, les révolutions socialistes, d'ailleurs, qui vont aussi avoir lieu en Allemagne à cette époque-là, pendant la Première Guerre mondiale, les spartakistes avec Rosa Luxembourg et ceux qui ont la culture et qui comprennent tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, tout cela explique aussi la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que pour comprendre la Première Guerre mondiale, il faut aussi avoir le prisme de la lutte des classes. Comprendre que la bourgeoisie des différents pays européens a souhaité se débarrasser de son prolétariat. Très important. Alors, du coup, ça c'est la deuxième raison officieuse qui explique la Première Guerre mondiale. Troisième raison officieuse, c'est aussi, bien entendu, l'esprit, la conquête du monde. Donc l'esprit revanchard qu'il y avait notamment entre la France et l'Allemagne à l'époque, puisque la France était sortie d'une guerre humiliante qui était la guerre franco-prussienne qui a eu lieu entre 1870 et 1871, et qui fut une véritable humiliation pour la France lors de l'unification allemande, lorsque l'Allemagne a été unifiée par von Bismarck dans les années 1870. La France a été vaincue. Et Napoléon III a été contraint à l'exil et a été obligé de
de quitter le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a l'illustre tableau où Guillaume Ier, qui était le roi, l'empereur allemand, va s'asseoir dans le hall des glaces, dans le trône de Versailles, et proclamer l'Empire allemand dans le trône où historiquement étaient logés les rois de France. Donc c'est quand même très humiliant. Il y a eu cet esprit aussi de revanche. La France était pas contente de cette défaite et en plus avait perdu l'Alsace et la Lorraine. Et quand vous perdez l'Alsace et la Lorraine, bon, bah, vous n'êtes pas content. Donc il y a aussi eu cet esprit revanchard, le revanchisme ça s'appelle, où les pays qui ont été vaincus historiquement par une guerre récente ont voulu se venger. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué à mon avis dans la guerre. Puis vous avez aussi d'autres théories qui disent que les ressources, même si qui sont finalement qui corroborent la première raison que j'ai citée au début, qui est finalement la volonté de surpuissance mondiale, la volonté de ne pas laisser un concurrent qui était l'Allemagne monter, puisque l'Allemagne était en train d'organiser ce qu'on appelle le Bagdad Ban, c'est-à-dire un réseau de pétrole et donc de ravitaillement en ressources primaires, en ressources naturelles qui venaient du Moyen-Orient, à travers l'Empire ottoman, était en train de développer tout un réseau commercial qui allait mettre à mal l'hégémonie britannique industrielle. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Comment l'établissement de ce réseau économique et commercial euh, a été un danger pour l'hégémonie britannique, donc il y a une volonté britannique de mettre un terme à cela. Donc tout cela, toutes ces raisons-là sont les raisons officieuses, bon, dont on ne vous parle pas forcément, parce que, comme vous savez, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc on va toujours vous montrer le côté, euh, on va dire, qui arrange finalement. Alors maintenant, du coup, c'est là ça va m'amener vers la nouvelle, euh, la raison officielle. Parce qu'en fait, il y a bien des raisons officieuses, mais il y a aussi une raison officielle. S'il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur pour qu'il y ait la Première Guerre mondiale. Alors, quel est cet élément déclencheur? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, comme je disais, parmi les raisons officielles, enfin, il y a une seule raison officielle, euh, il faut comprendre un petit peu le fonctionnement de l'Europe à cette époque-là. Donc, l'Europe était constituée de principales puissances qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Empire allemand, la France. C'était les trois grandes puissances européennes à cette époque. Principalement le Royaume-Uni et l'Empire allemand. La France un peu moins. Mais quand même, la France aussi avait un poids mondial. Le Royaume-Uni, comme je disais, occupait un quart à peu près de la surface terrestre en termes de possession. La France occupait une très grande partie aussi, occupait l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Indochine. Ça, c'était l'Empire français. L'Allemagne avait un empire moins grand. Alors la raison pour laquelle l'Allemagne avait un empire moins grand, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons qui explique la Première Guerre mondiale, c'est que l'Allemagne n'était pas satisfaite des colonies qu'elle avait. Elle estimait qu'en tant que puissance mondiale, elle méritait d'avoir plus de colonies. L'Allemagne possédait quelques colonies comme le Cameroun actuel, le Togo et quelques autres territoires, la Tanzanie aussi d'ailleurs, qui vont être cédés à l'Empire britannique, et puis le Togo et le Cameroun seront cédés à la France après la Première Guerre mondiale. Donc l'Allemagne avait un petit empire par rapport à la puissance industrielle qu'elle constituait. La raison pour laquelle l'Allemagne n'avait pas un très grand empire, c'est que l'Allemagne s'est constituée en retard. Elle s'est constituée en 1871 avec les travaux de von Bismarck qui ont permis l'unification de la Confédération du Rhin, de la Bavière, donc des États allemands pour faire l'Empire allemand. Alors que la France et l'Angleterre et le Royaume-Uni existaient déjà. Il y avait déjà une pérennité, donc ont pu établir un grand empire colonial. Et
l'Allemagne a fini par avoir son empire un peu en retard, donc n'a pas pu avoir de grandes possessions. Donc ça, c'est l'Empire allemand. Vous avez aussi, à cette époque-là, l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman, c'était la Turquie actuelle, mais pas que. C'était la Turquie actuelle, c'était le Moyen-Orient globalement, c'était aussi un petit peu, voilà, quelques régions encore, voilà, au Proche-Orient et tout. Donc vous aviez l'Empire ottoman, vous aviez l'Autriche. À l'époque, l'Autriche était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, c'était un empire, c'était l'Empire austro-hongrois. Et c'est, rappelez-vous de cela, parce que c'est à partir de l'Empire austro-hongrois que va être déclenchée la poudrière qui va enclencher tout le processus de la Première Guerre mondiale. Donc, l'Empire austro-hongrois était aussi un des acteurs principaux, était une puissance qui avait connu, pareil, une industrie florissante au cours de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et puis, vous avez aussi la Russie. Alors la Russie, à l'époque tsariste de Nicolas II, était aussi une puissance émergente avec un réseau d'industrie et tout voilà, qui était quand même un peu en retard par rapport aux autres puissances européennes, mais qui euh, était progressivement en train de compenser ce retard. Donc voilà, vous aviez la Russie, l'Empire austro-hongrois, la France, le Royaume-Uni, l'Empire allemand. Et à un moment donné, pour des raisons historiques, pour des raisons parfois même de hasard, des alliances vont se nouer. L'alliance qui va se nouer entre la France et le Royaume-Uni, qui sera considérée comme l'entente cordiale, va se faire par un processus un peu compliqué. Vous allez avoir la reine Victoria qui va à un moment donné rencontrer Napoléon III, sachant qu'elle avait déjà eu de bonnes relations avec Louis-Philippe Ier, qui était le roi de France pendant la monarchie de Juillet, mais qui va perdre le pouvoir en 1848 après la Révolution. Mais la reine Victoria, qui a noué de bonnes relations avec le successeur de Louis-Philippe Ier, c'est-à-dire Napoléon III, va aussi continuer à nouer de bonnes relations avec la France jusqu'à ce qu'à la fin, ça se concrétise par l'entente cordiale, qui était on va dire un accord d'alliance entre le Royaume-Uni et la France, après des siècles et des siècles de guerre, parce que on sait très bien que le Royaume-Uni et la France n'ont pas été amis historiquement avec la guerre de 100 ans et tout ça. Hein, vous connaissez un petit peu la guerre de 7 ans aussi, entre 1756 et 1763. La France et l'Angleterre n'étaient pas potes-potes, mais ils vont finir par devenir amis. Ils vont finir par s'allier aussi de manière intelligente, parce que le Royaume-Uni avait besoin d'alliés contre cette puissance émergente qui était l'Allemagne. Logique. Alors, de la même façon, va se nouer une alliance entre la France et la Russie. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la triple entente. Donc la triple entente, c'est Royaume-Uni, France et Russie. Ce qui a aussi créé chez les Allemands un sentiment de paranoïa. Les Allemands se sont dit, on est encerclés. Là, on est entouré de gens qui veulent notre peau. À droite la Russie, à gauche la France, et de l'autre côté l'Angleterre. Donc les Allemands commençaient à être un peu parano. Mais la même alliance va se nouer de l'autre côté. Donc vous allez avoir l'Empire allemand qui va s'allier avec l'Empire d'Autriche, l'Empire austro-hongrois, et l'Empire ottoman. Et ça, c'est ce qui va constituer la triple alliance. Donc vous allez avoir la triple entente d'un côté, la triple alliance d'un côté. Ce qui est très dangereux parce que il suffit qu'un pays rentre en guerre avec l'autre pour que la guerre mondiale s'enclenche. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé de A à Z. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire austro-hongrois va à un moment donné avoir un archiduc. Et cet archiduc va se faire tuer à Sarajevo par des indépendantistes serbes. Parce que je rappelle que l'Empire austro-hongrois était aussi constitué d'une mosaïque de peuples, la Bosnie, la Serbie, des tas de pays qui sont constitués de peuples différents. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'empereur d'Autriche, enfin l'archiduc, l'héritier, va se faire tuer.
Et là, tous les problèmes vont s'enclencher. Pourquoi? Parce que, avec cet archiduc qui est tué, l'Empire austro-hongrois va réagir, naturellement. Va se dire, il faut qu'on trouve le responsable. Or, le problème, c'est que la Serbie, à cette époque-là, était aussi alliée de la Russie. Parce que les Serbes et les Russes ont un lien historique, parce que ce sont des orthodoxes, parce que c'est des Slaves, donc la Russie se voyait un peu comme la protectrice de la Serbie. Donc n'était pas contente que l'Empire austro-hongrois embête la Serbie. Et que va-t-il se passer? L'Empire austro-hongrois va dire à la Serbie, on va envoyer des enquêteurs en Serbie, ce qui était inacceptable, puisque la Serbie a dit non, on ne peut pas vous autoriser à venir, on a une souveraineté nationale, c'est pas possible. Donc, c'est là que la Russie va commencer à envoyer des troupes pour essayer de protéger la Serbie, donc à commencer à envoyer des soldats aux alentours, on va dire dans la frontière russe avec la Serbie, ce que l'Empire austro-hongrois n'a pas accepté, a dit c'est pas normal, de quoi vous vous mêlez, pourquoi vous envoyez vos soldats, c'est entre nous et la Serbie, pourquoi vous interférez? Et c'est là que l'Allemagne va aussi rentrer en jeu. L'Allemagne va dire à la Russie, puisque l'Empire austro-hongrois était l'allié de la Russie, de l'Allemagne, l'Allemagne va dire à la Russie, renvoyez vos troupes, et va donner un ultimatum à la Russie, mais la Russie ne va pas être intimidée par cet ultimatum, puisque les troupes russes vont rester à la frontière, malgré l'ultimatum que l'Allemagne a donné. Et c'est là que la guerre est déclenchée, puisque l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne déclarent la guerre à la Russie. Le problème, c'est que la Russie, avec ce jeu d'alliance, était alliée à la France. Donc la France, par son accord, va aussi déclarer la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Ensuite, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, pour des raisons d'alliance. Et l'Empire ottoman aussi va se joindre à la triple entente, la triple alliance, pardon, qui était cette alliance entre l'Empire ottoman, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Donc, la guerre mondiale est déclarée. Le chaos, l'apocalypse, tout ça à cause d'une histoire d'alliance et tout ça. Bon, comme je vous ai dit, c'est la version officielle. Mais la version officieuse est beaucoup plus compliquée que ça. Il y avait toutes. Parce que quand on veut déclarer une guerre, on trouve toujours des excuses, hein, vous savez. On va vous dire oui, mais il y a eu l'archiduc, il a été tué, etc. Mais tout ça, c'est qu'un prétexte. La réalité, c'est qu'il y avait des enjeux, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Les enjeux étaient des enjeux officieux, avant des enjeux officiels. Et c'est là que la guerre a été déclenchée. Il y a eu un prétexte et une excuse pour le faire. Donc, à partir de maintenant, je vous explique le déroulement de A à Z de la Première Guerre mondiale. Donc, une fois que la guerre est déclenchée, ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, l'Allemagne va essayer de faire un petit peu comme en 1870, c'est-à-dire pendant la guerre franco-prussienne, où l'Allemagne a réussi à vaincre et envahir la France très vite. L'Allemagne s'est dite, on va faire la même chose. Ça s'appelait le plan Schlieffen. C'est essayer de débouler par la Belgique, passer par un chemin, et puis ensuite envahir la France très rapidement, et puis en finir. Or, c'est pas ça qui va se passer, puisque le plan Schlieffen va foirer. Les Allemands vont envoyer des brigades et des brigades de soldats, et puis l'armée française va réussir à tenir. C'est ce qui est d'ailleurs notamment pendant la bataille de la Marne, qui était une bataille héroïque, où l'armée française va réussir à repousser l'envahisseur allemand. Donc, le plan des Allemands a foiré. La guerre n'était pas aussi rapide que ce qu'on croyait, puisque les Allemands se disaient on va vite en finir avec la France, c'est bon, la Russie, on va réussir à la voir très rapidement. Alors maintenant,
Ce qui s'est passé du côté allemand, c'est que les Allemands vont en effet réussir à faire beaucoup de mal, même si ça va prendre beaucoup de temps, à l'armée russe. Il faut savoir que l'armée russe est l'armée qui a le plus souffert en termes de morts pendant la Première Guerre mondiale. Les Russes, c'est toujours ceux qui souffrent le plus, là même pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, même si les chiffres étaient bien plus élevés, fois 10 à peu près pour la Deuxième Guerre mondiale par rapport à la Première Guerre mondiale, mais l'armée russe, même pendant la Première Guerre mondiale, a énormément souffert. A souffert à peu près, je pense, un peu moins de 3 millions de morts, pour vous donner une idée. Donc, les Russes ayant beaucoup souffert, l'armée allemande ayant eu beaucoup de succès vis-à-vis des Russes, même si ça a pris du temps, notamment pendant la bataille de Tannenberg, qui était une bataille cruciale qui va avoir lieu à l'est on va dire, du front, donc entre l'Allemagne et la Russie. Pendant cette bataille de Tannenberg, vous avez von Hindenburg, qui était un grand général allemand. Hindenburg, d'ailleurs, qui a donné le nom à un dirigeable qui va s'écrouler à New York, notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Hindenburg. Mais Hindenburg, c'était un général allemand qui a mené les batailles face à la Russie et qui a permis la victoire face à la Russie à l'Est. Et d'ailleurs, cela va entraîner le traité de Brest-Litovsk, qui a permis à l'Allemagne d'avoir de grands territoires à l'Est, et aussi qui a profité à l'URSS à l'époque, puisque profitant de ce chaos, Lénine va réussir à faire un coup d'État en Russie, puis prendre le pouvoir en Russie, renverser la monarchie tsariste de Nicolas II. Vous connaissez l'histoire avec voilà, les Trotsky, tout ça, donc l'armée rouge face à l'armée blanche. Et puis les soviétiques vont finir par prendre le pouvoir en 1917, profitant de cette guerre qu'il y avait entre l'Allemagne et c'est surtout de la défaite militaire russe face aux Allemands. Donc les Allemands vont avoir, je dirais, plus de facilité sur le front de l'Est que sur le front de l'Ouest, parce que le front de l'Ouest va être infiniment rude. L'Allemagne va être vaincue à plusieurs reprises pendant des batailles décisives, comme je disais, la bataille de la Marne, mais aussi pendant la bataille de Verdun. Vous connaissez sans doute l'histoire de la bataille de Verdun, qui est la bataille la plus meurtrière de cette guerre, qui a fait des centaines et des centaines de milliers de morts, et qui a été vraiment le tournant de la guerre, puisque si Verdun était tombé, ben en fait, les Allemands auraient pu envahir la France sous deux fronts, et ça aurait été plié, mais Verdun a tenu, et aussi vous avez la bataille de la Somme. Et c'est là que l'armée anglaise s'est beaucoup illustrée, puisque les Anglais qui ont euh, envoyé un corps expéditionnaire en Belgique actuelle et au nord de la France actuelle, notamment dans la Somme, vont aussi, on va voir des centaines et des centaines de milliers de morts pendant cette bataille. Et ça, d'ailleurs, ça a vraiment choqué les esprits. C'est pour ça que après la Première Guerre mondiale, les gens ont évité à tout prix qu'il y ait une Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que les Anglais, les Français n'étaient pas très friands pour faire la guerre à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils avaient tellement souffert en termes de mort, en termes de traumatisme, les gueules cassées, les gens qui vont mourir, qui vont se suicider, qui vont perdre leurs bras, qui vont être traumatisés pendant la guerre. Il y avait des pauvres soldats qui, tu les voyais, après la guerre, ils tremblaient tout seuls parce que tellement ils ont été traumatisés et choqués par la guerre. Donc tout ça peut expliquer pourquoi entre les deux guerres, les pays comme l'Angleterre et la France ont évité à tout prix qu'il y ait une deuxième guerre mondiale. Ça peut se comprendre totalement quand on voit le choc et la brutalité de la Première Guerre mondiale. Donc je disais, la bataille de la Somme a aussi été une bataille décisive qui a empêché les infiltrations et les incursions allemandes. Il y avait aussi les armées coloniales, ça c'est très important. L'armée canadienne qui a combattu, qui a été d'ailleurs divisée en deux. Il y a à la fois l'armée canadienne anglophone qui a combattu avec les soldats anglais, et puis l'armée aussi canadienne francophone catholique qui avait combattu qui voulait combattre plus avec les Français. Donc c'était intéressant à savoir. Vous avez aussi des soldats australiens, des soldats maghrébins, bien sûr, énormément, des soldats marocains d'ailleurs. Et si vous allez dans beaucoup de villes au nord de la France, vous avez des tombes, des pierres tombales de soldats, de vaillants soldats marocains,
même Algériens, Tunisiens, etc., qui ont combattu, et Sénégalais aussi, les tirailleurs sénégalais, voilà. Tout ça, ces gens-là ont effectivement combattu vaillamment avec l'armée française et ont permis la victoire de l'armée française face aux incursions allemandes, je dirais. Donc voilà, ça s'est passé, donc la bataille de la Somme, bataille de Verdun, puis il y a eu aussi d'autres batailles décisives comme la bataille d'Amiens, etc. Donc, ce qui est intéressant avec les batailles de la Somme et de la bataille de Verdun, c'est que c'était la guerre de tranchées. Donc, au début, les Allemands ont essayé de rentrer de façon éclair, envahir la France, mais ils n'ont pas réussi. Donc ils ont opté pour une stratégie un peu plus de position, donc enfin, avec la guerre de tranchées, où ils envoyaient des canons, parce qu'il y avait des canons qui étaient totalement impressionnants, qui envoyaient des missiles à des kilomètres et des kilomètres, enfin, des dizaines de kilomètres de leur, et qui attaquaient des villes parfois, qui tombaient sur Paris, etc. C'était vraiment impressionnant, la technologie qui a été développée, la technologie avec le gaz moutarde pendant les tranchées. Donc il y a vraiment eu une ingéniosité dans l'horreur et dans le militaire. L'invention du tank, d'ailleurs, par les Anglais aussi. Hein, les premiers tanks anglais étaient drôles, quand vous voyez à quoi ils ressemblaient. Et puis vous avez vraiment eu un développement technologique hors du commun pendant cette guerre. Malheureusement, dans un but mauvais qui était la destruction. Mais voilà, des deux côtés, vous allez avoir une concurrence dans la technologique. Et en fait, je disais, pendant la guerre de tranchées, euh, rien ne va bouger, les lignes vont osciller d'un camp et dans un autre, sans que rien ne change. Mais comme je disais, à l'Est, lorsque la victoire va être assurée face à la Russie, ce qui va se passer, c'est que les Allemands vont tout donner. Et en fait, ils vont d'autant plus tout donner que les États-Unis vont intervenir dans la guerre. Puisque quand la Russie va se retirer du jeu, les États-Unis vont intervenir. Et c'est là que les Allemands vont se dire, ah zut, les Américains arrivent avec Pershing, qui était le général à l'époque qui avait amené avec lui qui avait été accueilli par le général Joffre d'ailleurs, et qui avait accueilli avec lui toute l'armée américaine. Les Allemands se sont dit, il faut qu'on envahisse à tout prix la France, et ils vont essayer des incursions d'une rapidité absolue, mais qui vont foirer, puisque le front français va rester intact, et c'est là que l'armée allemande sera anéantie, puisque toutes les avancées qui ont été faites par l'armée allemande vont se terminer, puisque avec l'armée américaine qui arrive, c'est fini. C'est fini. La triple entente est en supériorité numérique, en supériorité technologique. L'Allemagne ne pouvait que perdre. Alors maintenant, bien sûr, les Allemands n'ont pas accepté la défaite, puisque quand les Américains plus les Anglais, donc les grands généraux qu'il y avait, c'était un certain Douglas Haig chez les Anglais, qui était d'ailleurs appelé le boucher de la Somme, parce qu'il était un petit peu téméraire, il a envoyé ses troupes un peu n'importe comment, ce qui a conduit à la mort de centaines de milliers d'Anglais. Et vous avez aussi Pershing, et puis également donc des généraux français comme Joffre, Foch et d'autres qui ont été de vaillants généraux qui ont été très efficaces face aux généraux allemands qui étaient aussi très performants comme Hindenburg, que j'ai cité, mais aussi Ludendorff et, euh, et autres. Donc, si vous voulez, quand l'Allemagne a été vaincue, ne pouvait plus continuer la guerre. En plus, il y avait des révoltes internes avec les spartakistes qui voulaient faire la révolution, voilà, la République de Weimar qui est proclamée, tout ça. Qu'est-ce que va faire le gouvernement allemand? Il ne va pas envoyer son armée pour négocier la fin de la guerre, notamment à Compiègne, là où il y a le fameux wagon, le fameux train. Ils vont envoyer des dirigeants politiques, plutôt que des dirigeants militaires, signer le traité. Donc vous allez avoir les dirigeants de la République de Weimar qui vont rencontrer le maréchal Foch pour négocier la fin de la guerre. Et, euh, et en fait, ça va aussi entraîner ce mythe, le mythe du coup de poignard dans le dos,
qui serait que l'armée n'a jamais abandonné face aux Français, aux Anglais. Ce qui n'est pas vrai, parce que les Allemands, l'armée allemande savait qu'elle ne pouvait pas gagner la guerre à la fin. Mais vu que l'armée était considérée comme une structure invincible et ne voulait pas salir son image, l'armée a préféré envoyer des dirigeants politiques plutôt que des dirigeants militaires, pour ne pas s'humilier finalement. Mais cela va alimenter bien sûr la théorie du coup de poignard dans le dos, qui va permettre d'ailleurs aux nazis de prendre le pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ne, cela n'est pas véridique, puisque l'armée allemande était cuite, ne pouvait plus gagner, ne pouvait pas gagner face à la coalition franco-britannique et américaine. C'était mort. Les Américains avaient une industrie très puissante, l'Empire britannique pareil, la France pareil. L'Allemagne ne pouvait pas, malgré l'alliance qu'elle avait avec l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, et même les victoires qu'elle avait accumulées à l'Est donc avec le traité de Brest-Litovsk et tout ça, l'Allemagne n'avait pas du tout les moyens de vaincre la France, etc., pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout cela est une défaite, je dirais, qui allait avoir lieu tôt ou tard. La guerre aurait pu être prolongée d'un an ou 2 ans, mais ça n'aurait pas changé le cours de la guerre. Et comment est-ce que les Américains vont rentrer en guerre? Alors ça c'est intéressant, c'est que les Américains, ils vont rentrer en guerre. Alors, il y a beaucoup de théories dessus, mais en tout cas, une des théories, c'est que les Allemands, parce que les Américains, ils vendaient du matériel aux Anglais et aux Français, donc ils envoyaient de l'acier, du charbon et tout ça. D'ailleurs, ce qui a permis aussi à l'Amérique de s'enrichir, hein. Après des dépressions économiques qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, les États-Unis vont être le grand gagnant de la Première Guerre mondiale, puisque les États-Unis vont s'enrichir après la Première Guerre mondiale. Donc, l'Allemagne a voulu affaiblir les États-Unis indirectement en finançant, on va dire, des campagnes d'insurrection contre les États-Unis, notamment au Mexique. Et si vous voulez, il y aura des lettres qui vont être interceptées par les États-Unis à l'époque, où vous allez avoir des lettres où le gouvernement allemand promettait au Mexique de reprendre certains territoires du sud des États-Unis s'il menait une lutte et une rébellion contre les États-Unis. Donc c'était une manière d'affaiblir les États-Unis. Et si vous voulez, les États-Unis vont aussi trouver ça comme prétexte pour entrer en guerre. Ils vont se dire, regardez, l'Allemagne prépare un coup face aux États-Unis, donc on rentre en guerre, et puis c'est là que les U-boats vont être envoyés par l'armée allemande pour frapper les navires américains et tout ça. Et, euh, et voilà. Mais au final, les Américains vont se préparer à la guerre et puis vont intervenir. Et puis, de la même façon, vous avez eu l'Italie qui était aussi alliée à la France, à l'Allemagne, enfin à la France, à l'Angleterre, qui va aussi mener une guerre face à l'Empire austro-hongrois. Donc il va y avoir des batailles décisives que l'Italie va remporter face à l'Empire austro-hongrois. Et puis, l'Empire austro-hongrois va être affaibli. L'Empire ottoman va avoir des moments de gloire, notamment pendant la bataille des Dardanelles, la bataille de Gallipoli, d'ailleurs, qui va être un coup dur pour le futur Winston Churchill, qui va devenir Premier ministre de l'Empire britannique. Winston Churchill, qui était à cette époque-là dans l'armée, va subir une humiliation face aux Ottomans pendant la bataille de Dardanelles, Gallipoli en anglais. Donc, mais cela ne va pas suffire, puisque l'Empire ottoman va être vaincu avec tout un système d'espionnage du MI6 à l'époque, c'est-à-dire le mouvement d'espionnage anglais qui va se servir des révoltes arabes qu'il y avait au Moyen-Orient pour lutter en promettant un État arabe pour une insurrection face à l'Empire ottoman. Donc l'Empire britannique va jouer de ça et va réussir à manipuler finalement les populations arabes qui étaient sous domination britannique, notamment avec Laurence d'Arabie, tout ça, pour vaincre l'Empire ottoman. Et c'est ce qui va se passer, puisque l'Empire ottoman va s'effondrer. Et puis voilà. Et puis la défaite sera totale pour la triple alliance. L'Empire ottoman vaincu, l'Empire austro-hongrois vaincu, l'Allemagne, qui était le pays le plus puissant, vaincu. C'est fini. La victoire est totale pour la triple entente, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et les États-Unis. Voilà. Donc voilà comment s'est déroulé globalement
la guerre, la Première Guerre mondiale, et voici, et je vous ai cité du coup les plus grandes batailles, à savoir la bataille de la Somme, la bataille de Verdun, la bataille de Tannenberg à l'Est, entre la Russie et l'Allemagne, la bataille des Dardanelles. Donc voilà, ça c'est, on a vraiment affaire aux plus grandes batailles qui ont eu lieu. Donc maintenant, quelle sera la conséquence de la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale va faire que déjà une très grande partie de la jeunesse, notamment française, va s'effondrer, puisque 1,5 million de Français vont mourir, sans compter les blessés, etc., qui va être un désastre pour la démographie française. Et c'est pour ça que la démographie française ne va jamais se rattraper ce retard démographique que la France a subi après la Première Guerre mondiale. L'Angleterre a aussi subi de lourdes pertes, des centaines de milliers de gens. L'Allemagne, même si l'Allemagne avait une démographie plus grande, mais l'Allemagne a aussi souffert énormément, à peu près 2 millions de personnes. La Russie, c'est celui qui a le plus souffert, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 3 millions de morts. Donc la Première Guerre mondiale a été vraiment un conflit meurtrier, mais qui va aussi engendrer dans sa brutalité, dans sa violence, un esprit de revanche énorme, puisque les Allemands, humiliés par cette Première Guerre mondiale qui a été perdue, va à tout prix chercher à se venger, à chercher à la revanche. Et c'est ce qui explique notamment la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas que ça, il y a plusieurs raisons qui expliquent la Deuxième Guerre mondiale, mais une des raisons, c'est la volonté de revanche qui a été malheureusement encore plus sollicitée, d'autant plus que la punition face à l'Empire allemand a été très brutale, avec le couloir de Danzig qui est une humiliation pour l'Allemagne, c'est-à-dire une séparation de l'Allemagne en deux, avec la Pologne qui a accès à la mer, donc c'était vraiment une humiliation cartographique et géographique. Et en plus de ça, l'Allemagne devait payer des sommes faramineuses après la décision au traité de Versailles. Donc c'était vraiment, voilà, la conséquence de la Première Guerre mondiale a été pire que finalement. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a créé plus de problèmes que ce qu'elle a réglé. Parce qu'en fait, on pensait que ça allait être la der des der, c'est-à-dire la dernière des grandes guerres, la grande guerre, la guerre pour finir toutes les autres guerres, mais en réalité, ça s'est pas passé comme ça. Ça a juste entraîné beaucoup plus de ressentiment, beaucoup plus de volonté de vengeance, beaucoup plus d'incompréhension. Donc finalement, ça n'a pas été extraordinaire. Et c'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants ont eu la sagesse de ne pas chercher à humilier, comme ça a été le cas pendant le traité de Versailles en 1919, c'est-à-dire un an après la fin de la Première Guerre mondiale. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment un événement tragique qui a fait, qui a été une boucherie finalement pour pas grand-chose. Mais ce qui prouve malheureusement que l'être humain est fragile et qui peut être entraîné dans des guerres pour rien, et il peut s'enliser dans un espèce voilà, d'effet papillon qui peut entraîner des conséquences inimaginables. Le moindre petit événement peut enclencher un désastre. Donc voilà les amis, ça c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez des petits trucs que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire comprendre. Likez la vidéo, abonnez-vous, montrez-la à autant de personnes que vous pouvez, partagez, partagez, partagez. Merci à vous, Grand Savoir était avec vous pour une nouvelle vidéo.